Bonjour. Bonjour. Bon, ravi de te voir, Olivier, qui est Ben, c'est bon. réciproque. Voilà. Donc, Olivier Delorme, merci de venir sur notre média, Fréquence Populaire. Alors, je vois que tu es très, très, très bronzé, mais c'est normal pour ceux qui ne connaîtraient pas Olivier Delorme, il y en a malheureusement quelques-uns. Olivier Delorme vit sur une île en Grèce, et donc il fait beau là-bas. Il y a Et, encore du soleil. et- et il ne débronze plus parce que Voilà. il fait très beau depuis février. On n'a pas eu une goutte de pluie depuis janvier. Et voilà. Et ça commence à être problématique même. Et donc, Olivier Delorme, euh, euh, alors que nous on adore, que je t'aime, euh, qui fait des choses extraordinaires. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Olivier Delorme a d'abord été historien, toujours d'ailleurs, mais c'était aussi un essayiste et un romancier. Directeur des études et recherches à l'Institut Charles de Gaulle. C'est mon premier titre de gloire. Félicitations. Et Olivier Delorme, par exemple, tu as écrit un très 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 bon livre en plusieurs tomes qui s'appelle La Grèce et les Balkans, qui est une somme d'histoire et de compréhension de toute cette zone du monde qui est extraordinaire. Il vient Tu as d'être écrit... traduit en albanais, si ça vous Ah, ouais, intéresse. je sais pas, si on est de locuteur albanais, eh bien, vous pouvez vous le procurer en, Voilà. en illyrien. Voilà. Euh, euh, Beaucoup de romans, dont Thémistocle, Tigran l'Arménien, et beaucoup d'autres. Et puis, je crois que tu avais écrit aussi Comment je n'ai pas eu le concours. Oui, 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 oui. Mais tu es aussi essayiste, et tu as écrit un très très bon livre qui s'appelle 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe, en tout cas de l'Union européenne. Euh, 30 bonnes raisons qui sont totalement d'actualité. Et si on te reçoit aujourd'hui, eh bien, c'est pour parler justement de la Grèce que tu connais très très bien, pour la connaître en tant qu'historien, en tant que quasiment citoyen. En tout cas, tu vis là-bas. D'ailleurs, on voit je crois que c'est ce bleu très très beau là, des volets grecs derrière toi. Ça fait rêver, rien que ça. Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah oui, pour faire un tableau complet, tu es un grand comme moi, un passionné des chats. Comme tu es sur une île, tu en as 250, si mon comptage est bon pour le On, moment. on s'est arrêté à 8, mais là j'en ai 3 autour de moi, donc si vous en voyez passer à un moment, voilà. Voilà. Alors, oui. Je peux commencer par vous raconter une petite histoire grecque Allez, pour rebondir sur tout ce que vous venez de dire, sur les privatisations, sur allons-y. le transfert de souveraineté vers le privé, sur tout ça. J'habite en face d'une île qui s'appelle Kos. Donc moi j'habite à Nisyros et en face il y a une île qui s'appelle Kos et sur cette île il y a un aéroport qui est un des grands aéroports parce que Kos est une grande destination touristique avec Rhodes, avec Corfou, avec Santorin, avec quelques autres îles. Et ces aéroports, sous injonction européenne pendant la période des mémorandums, ont été privatisés. Ils ont été privatisés par le gouvernement Tsipras, par le gouvernement Syriza, qui a signé des conventions de mise à disposition du privé. Alors, la première chose, c'est qu'ils ont été privatisés au profit d'une société allemande qui s'appelle Fraport, laquelle société Fraport avait été quelques années plus tôt épinglée dans les Panama Papers pour son activité de délocalisation dans des paradis fiscaux. Voilà, ça c'est Maya. Dans des paradis fiscaux de ses bénéfices. Et puis alors, donc Fraport a pris en charge la gestion de ces aéroports qui sont uniquement les aéroports les plus bénéficiaires du pays. Les autres sont restés
entre les mains de l'État qui dépense pour maintenir des liaisons, parce que effectivement toutes les liaisons ne sont pas rentables et c'est un pays avec beaucoup d'îles où il faut maintenir des liaisons pour maintenir la population sur place. Donc ça coûte très cher. Petite parenthèse, au moment des mémorandums, certains eurocrates avaient eu la bonne idée de déplacer les populations de certaines îles qui coûtaient trop cher pour le maintien des liaisons maritimes et aériennes et de les envoyer vivre ailleurs parce que ça coûtait trop cher à l'État grec. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc voilà que ces aéroports sont privatisés. Et puis arrive la crise du Covid. Et donc le trafic aérien s'effondre. Et à ce moment-là, on trouve dans la convention qu'a signée Syriza un petit article disant que en cas de baisse du trafic, l'État grec doit compenser les pertes de la société concessionnaire dues à la perte du trafic. Et donc, l'État grec, le contribuable grec, a dû payer plusieurs millions à la société allemande Fraport pour la dédommager de la perte de recettes dues à l'effondrement du trafic de la crise du Covid. Et voilà comment la privatisation fait à la fois les choux gras de sociétés privées et étrangères, et allemandes en l'occurrence, parce qu'en Grèce, il faut savoir que depuis les mémorandums, l'Allemagne se taille la part du lion dans tout ce qui est le dépeçage des biens publics du pays, mais également que le contribuable a été obligé de dédommager cette société privée allemande en application de cette convention de privatisation. Voilà, je crois que ça illustre bien une partie des propos que vous avez tenus et que j'ai entendus avant d'arriver. Privatisation des bénéfices, nationalisation des pertes, un exemple très concret. Mais justement, si tu es là aujourd'hui, c'est en raison de tout ce savoir que tu as, de la connaissance intime que tu as de la Grèce et de la France et des mécanismes européens, parce que la Grèce a connu ce qu'elle a connu, hein, le combat contre les mémorandums que menait soi-disant Tsipras, puis la trahison de juillet 2015, la signature d'un mémorandum sous pression de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne et du Fonds monétaire international. Un mémorandum pire que celui... pire que les deux premiers. Pire que les deux premiers qui étaient les deux premiers réunis. Pire que les deux premiers réunis. In fine, la Grèce a été largement bradée, et puis les choses n'ont rien été réellement réglées. Le fait est qu'aujourd'hui en France, on est au bord d'une crise de la dette, on est au bord d'une crise financière, de facto en réalité on est en récession et on ne l'est pas parce que à cause de calculs comptables savants pour ne pas avoir l'air trop ridicule dans les médias. Et on est sous pression de l'Union européenne qui, le 26 juillet dernier, a lancé une procédure de non-respect des critères de Maastricht. Et je vais te poser la question suivante, parce que récemment, on a écouté Varoufakis, qui était ministre de l'économie de Tsipras, démissionnaire avant qu'il ne signe le mémorandum, un des anciens plan B en Europe, et qui était de passage pour la promotion de son livre chez QG, qu'on salue, interviewé par Aude Lancelin, et où il relate l'histoire selon laquelle Mario Draghi il aurait dit qu'à l'époque, en fait, ce qu'ils font là, à la Grèce, c'est pour se préparer à le faire à la France un jour, qui est dans le collimateur de la Commission européenne. Alors, est-ce que, selon toi, nous sommes au bord de quelque chose de catastrophique pour la France, et est-ce que ce qui s'est passé en Grèce était une grande répétition pour ce qui risquerait de se passer en France?
cher Georges, je n'ai cessé de le dire, de le répéter et de l'écrire depuis 2011. Donc ça fait 13 ans que je dis que la Grèce est un laboratoire, la Grèce a Moi, je été sais, un Olivier, je laboratoire, sais, mais et il, la- qu'on a dit aux Français, les Grecs sont feignants, fraudeurs, voleurs, pour justifier cette expérience de laboratoire, voir jusqu'où on pouvait aller, et faire croire aux Français que leur tour ne viendrait pas. Or, il est évident, si tu veux, quand on regarde la situation des deux pays en matière de commerce extérieur, en matière d'accusation de dépenser excessivement d'argent pour le social, de dire que les retraites coûtent cher, que etc. etc. Il est évident que la France était dans le collimateur après ce qu'on a appelé très élégamment à l'époque les pays du Club Med, c'est-à-dire que cette opération a été menée successivement ou en même temps au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce, avec plus ou moins de violence, et la violence a atteint son la violence sociale, policière, répressive a été à son maximum en Grèce, et que derrière, le pays qui est dans le collimateur, c'est évidemment la France. Et ça, c'était pour moi une évidence dès le début. Alors, si tu veux, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la correspondance chronologique du développement des choses. C'est-à-dire élection, il n'y a plus de sous, Union nationale et derrière Troïka. Hein. Et oui, c'est bien fait, hein. On dirait une partition. ce programme, c'est alors je l'ai écrit parce que tu as dit tout à l'heure essayiste, mais également on écrit tous les deux dans une excellente revue qui s'appelle Front Populaire, et donc j'ai essayé dans le dernier numéro de mettre en évidence cette chronologie grecque qui, à mon avis, est extrêmement parlante et correspond exactement à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, je vous fais un petit résumé rapide. Octobre 2009, élection législative. La gauche, entre guillemets, les sociodémocrates, le PASOK, avec Georges Papandréou, gagne les élections sur le mot d'ordre de l'argent, il y en a. Lefta iparhun, c'est-à-dire on va prélever les riches pour redistribuer et faire avancer la société. Octobre 2009. 23 avril 2010, le Premier ministre, le même, est en voyage à Castellorizo pour une obscure réunion, et il apparaît à la télévision pour dire de l'argent, il n'y en a plus. De l'argent, il n'y en a plus, mais alors, vous allez voir tout de suite la correspondance, le précédent gouvernement a truqué les comptes, et donc le déficit est beaucoup plus important que ce que nos prédécesseurs, en l'occurrence la droite, nous ont laissé. Et puis derrière, il va s'adresser à l'Union européenne pour dire, voilà, faut nous aider. Alors vous vous rappelez la séquence particulièrement humiliante avec Sarkozy et Merkel qui le font attendre à Cannes dans une antichambre en attendant de le recevoir pour lui dire. Alors parce qu'à l'époque il dit mais je vais organiser un référendum pour savoir si les Grecs sont d'accord pour qu'on ait cette aide de l'Union européenne, etc. Et là on lui dit non, pas de référendum. Et donc il faut accepter, c'est apprendre ou à laisser. Et à partir de ce moment-là, se met en œuvre la mécanique de Troïkane
c'est-à-dire la mécanique de mise sous tutelle par les institutions européennes et le Fonds monétaire international des finances de la Grèce, avec toute une série de réformes qui sont imposées de manière extrêmement violente. On pourra y revenir si tu veux, si vous voulez savoir ce qui vous attend. Voilà. Donc l'affaire a été bouclée comme ça. Ce que je voudrais dire quand même, parce que c'est les chiffres, tu comprends, c'est toujours un peu manipulable. Donc en réalité, la dette grecque à l'époque est en pourcentage du PIB inférieure à ce qu'est la dette française en pourcentage du PIB aujourd'hui. Elle est au moment où se déclenche la crise autour de 110% du PIB. Je crois qu'en France on doit être à 120 maintenant. La politique 113, voilà. Ah ben voilà. La politique troïkane l'a fait grimper à plus de 200% du PIB. Hein. Donc et aujourd'hui, elle est autour de 160 ou 180, 160, 170. J'ai pas les derniers chiffres, mais enfin c'est de cet ordre-là. Donc si tu veux, et on est 14 ans après. Donc alors. Et le PIB est toujours 20% en dessous de ce qu'il était en 2009. Je parle pas des salaires, du droit social, etc. On y reviendra si vous voulez. Mais donc, cette politique, elle a échoué en termes financiers. L'autre chose, c'est que, entre-temps, le responsable de l'Institut statistique grec, qui avait été remplacé peu auparavant et qui venait directement de Bruxelles. Il venait directement de Bruxelles et des instances européennes de statistiques. Ce type qui a révisé le budget, le déficit, révisé les chiffres du déficit, qui ont permis à Papandréou de mettre en marche la politique troïkane. Ce type a été depuis condamné par la justice grecque, en première instance, en appel et en cassation. Pourquoi a-t-il été condamné? Il a été condamné pour avoir révisé les chiffres en dehors de toute procédure légale, nuitamment, sans l'appui de son conseil scientifique, et ce qui a permis à Papandréou de dire le déficit est beaucoup plus important. Alors, il reste des débats sur ce qu'était effectivement le déficit à cette époque-là. Il était aidé par Goldman Sachs. Ce qui est intéressant, c'est que la révision a été faite par un type de Bruxelles en dehors de toutes les procédures légales et que c'est cette chose-là que la justice grecque a condamné et qui a permis ensuite la mise en œuvre de la politique troïkane. Donc, quand Monsieur Barnier dit aujourd'hui, oh là 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 là, le déficit il est je souris, jaune, mais je souris. Oui, je disais, il avait été aidé, ce fonctionnaire zélé, par Goldman Sachs à l'époque. Ah oui, alors, si tu veux, après, le rôle de Goldman Sachs, le rôle de Goldman Sachs. C'est un personnage important dans Goldman Sachs. Dans lequel Monsieur Draghi était quelques années auparavant responsable des relations avec les États. Hein. C'est ça européen. Aussi, c'est la circulation entre Bruxelles. J'en parle dans les 30 bonnes raisons, mais la circulation entre Bruxelles et les banques d'affaires et les milieux d'affaires, etc., qui est permanente, quasiment systématique. Et donc, mais ça remonte plus haut, c'est-à-dire que les contrats swap qui avaient permis, qui étaient d'ailleurs à l'époque légaux. Hein. On a dit la Grèce a dissimulé son déficit au moment de l'entrée dans l'euro. Mais c'est pas vrai. Le processus qui avait été mis en œuvre à l'époque de l'entrée dans l'euro, c'était en gros, si tu veux, des contrats de Goldman Sachs dans lequel
Goldman Sachs avançait à l'État grec le produit de ressources fiscales futures pour lui permettre de présenter au Conseil européen un déficit qui lui permette de rentrer dans l'euro. Ce qui est probablement le plus grand malheur qui soit arrivé à la Grèce depuis la fin de la guerre civile ou depuis les colonels. Mais voilà, donc Goldman Sachs a été effectivement un accord, un acteur dans cette affaire. Et quand les Européens ont décidé de se débarrasser de M. Papandréou, comme à un moment on se débarrassera de M. Barnier, on a mis à la place qui? Un haut fonctionnaire prétendument apolitique, ancien gouverneur de la Banque centrale et ancien vice-gouverneur de la Banque centrale européenne. Donc voilà aussi ce qui nous attend sur le plan politique. C'est-à-dire que quand le gouvernement Barnier tombera, on fera un gouvernement de techniciens avec probablement un haut fonctionnaire de la Banque centrale ou de la Cour des comptes, suivez mon regard, ancien responsable bruxellois. Donc si tu veux, tout ça est extrêmement c'est extrêmement intéressant sur le plan du détail chronologique. Et moi je vais regarder ça très très précisément parce que on va voir justement comment l'expérience de laboratoire va s'adapter à la situation française. Pour l'instant, c'est de la décalcomanie, hein. Donc on va voir jusqu'où ils vont aller. Alors justement, je disais au début que moi je sais que tu as écrit ça, et c'est pour ça que tu es invité. Mais la répétition est la mère de l'apprentissage, tu le sais, et donc il faut toujours répéter, même ce qu'on a écrit il y a 13 ans. Et non, mais ça c'est très très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens comme toi qui méritent d'être connus parce que ça fait un bout de temps que tu annonces ce qui arrive. Donc il y a de fortes chances qu'on y aille jusqu'au bout. Et 2 pieds en avant, avec le béton, les pieds coulés dans le béton, au fond de la rivière. Le fait est que, alors nous aussi, on s'était dit, on a trouvé que cette dissolution était un peu étrange et que les analyses qui étaient faites étaient trop focalisées sur des questions politiques nationales complètement secondaires. Et il nous semblait que le problème était justement d'avancer la fédéralisation de l'Union européenne. Car c'est ça le grand œuvre en ce moment des Draghi le dit dans son dernier rapport, non? Et justement, Draghi, voilà, le dit dans son dernier rapport de 69 pages. C'était cette tribune que nous avons co-signée l'année dernière dans le Figaro. C'est Marcel Gauchet qu'on a interviewé qui a dit tous les sujets politiques sont intéressants, mais celui-là surplombe tout puisqu'il s'agit de savoir si la France va disparaître en tant que nation ou pas. Tout le reste est secondaire. Bon. Or, on s'était dit, voilà, il fait une dissolution, mais en fait, le problème, c'est que les comptes sont dans un état catastrophique. Ça se trouve, il se peut qu'ils aient été amenés volontairement dans un état catastrophique pour justifier une opération que mettra en place quelqu'un d'autre que Macron, en l'occurrence Barnier, qui est quand même un guignol, une marionnette de l'UE, une sorte de proconsul des Gaules envoyé par Bruxelles pour faire un choc, une thérapie de choc néolibérale et une accélération dans ce contexte de crise où les gens vont être dans une détresse pas possible, où c'est déjà tendu pour beaucoup de Français, mais ça va être encore plus dur, une accélération de la fédéralisation. Est-ce que tu penses que c'est ça ce qu'il y a au fond de l'affaire? Oui, je pense que l'agenda est là. C'est-à-dire que il faut, en réalité, il faut casser la France. C'est-à-dire que la France a une tradition étatique. C'est-à-dire qu'elle a un modèle de correspondance entre la nation et l'État
Alors, le paradoxe, c'est que ce modèle-là n'a jamais été aussi universel qu'il l'est aujourd'hui et qu'il sert de base aujourd'hui aux relations internationales, mais que pour l'Union européenne et pour les gens non élus qui sont à la tête de l'Union européenne, il faut absolument casser ce modèle-là et casser ceux qui ont fabriqué le moule. Donc après viendra le tour des autres, mais l'Espagne est déjà dans un état de décomposition étatique plus ou moins avancé. Hein. Le gouvernement actuel ne tient que par le soutien des nationalistes catalans et basques, et on sait bien qu'il y a une correspondance entre l'Europe des régions, l'Europe des petites nationalités et l'Europe fédérale. C'est-à-dire que ces gens-là ont le même programme. Donc l'Espagne est dans cet état-là, l'Italie n'est pas beaucoup mieux partie, et puis c'est un État-nation jeune et qu'on peut attaquer plus facilement. Le cœur de la bataille, c'est la France. Le cœur de la bataille, c'est la France. Une fois qu'on aura fait tomber l'État-nation français et qu'on l'aura mis en coupe réglée et en vassalité totale, eh ben la chose sera jouée et on étendra le modèle fédéral allemand à l'ensemble de l'Europe. J'irais même jusqu'à dire que la réforme régionale de Hollande, qui est une absurdité totale et qui ne visait qu'à une chose, c'est à renforcer des féodalités et pas du tout à régionaliser comme le général de Gaulle avait pu le concevoir en 69, mais à faire ces découpages de Länder français, que ce découpage est une préfiguration de ce qui nous attend dans le cadre de la victoire sur le démantèlement de la France qui est à l'œuvre. De même sur les régions transfrontalières européennes, on voit bien quel est le projet, casser les frontières. Voilà. De même avec l'immigration incontrôlée. Tout ça est d'une très grande cohérence. J'ajoute, si on veut revenir à l'expérience grecque, que la crise migratoire, si vous vous souvenez là encore de la chronologie, excusez-moi, je suis un historien, donc la chronologie est un peu obsédante, mais la crise migratoire qui a contribué à faire plier Syriza, si tant est que Syriza ait voulu et eu est envisagé de ne pas plier à un certain moment, la crise migratoire a servi à faire plier Syriza. C'est-à-dire que tout ça, si vous voulez, tout ça est d'une extrême cohérence. Et donc, si on ne mène pas cette bataille aujourd'hui, il va falloir en assurer les conséquences. La Grèce aujourd'hui est un pays, est une colonie sans drapeau, comme on disait au XIXe siècle. On voit aujourd'hui la conversion la conversion de terres agricoles. Il faut savoir que quand la Grèce est rentrée dans le marché commun, elle était autosuffisante en matière agricole. Aujourd'hui, ça balance. Comme la France il y a 20 ans. Aujourd'hui, sa balance agricole est massivement déficitaire. Je dis toujours ça, mais la Grèce achète son ail à la Chine, ou une partie de son ail à la Chine. On trouve des citrons argentins dans les magasins. J'ai découvert ça en Crète il y a quelques années. J'étais fasciné par
Pour ceux qui Voilà, connaissent pas la donc si vous Crète, voulez, là, il y a des citrons partout et il y avait des citrons argentins et dans alors marché. aujourd'hui, si tu veux, ce qui est en route, c'est la mise en place sur les terres agricoles de champs de champs de plaques solaires allemandes ou chinoises. Et donc la mise en alors la mise en friche, je ne sais pas si c'est en friche, avec le Premier ministre de droite qui dit aujourd'hui la Grèce va devenir la batterie de l'Europe, la batterie. Et donc on a des sites naturels exceptionnels qui sont ravagés par des champs d'éoliennes absolument monstrueux. Donc si tu veux, on a ouvert les portes avec la Troïka, on a ouvert les portes à une vassalisation totale et à ce qu'il faut appeler un néocolonialisme, si tu veux. C'est vraiment un néocolonialisme du nord sur le sud de cette Europe, avec des conséquences qui sont des conséquences dramatiques, hein, tragiques. Donc voilà, Oui. la France, si on ne réagit pas, la France va connaître les mêmes évolutions, probablement avec moins de violence, plus progressivement, etc. Mais il faut voir quand même qu'en Grèce, les résistances ont été très fortes, hein, avec, comme je l'explique dans le papier du Front populaire, des populismes de gauche, du centre et de droite qui ont dit aux gens, voire d'extrême droite, qui ont dit aux gens tenez-vous tranquille, on va arriver au pouvoir, on va mettre fin à tout ça. Puis une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait la même chose. Alors, alors ça fait beaucoup réagir hein, dans le chat. Je crois qu'on agace un peu tout le monde au bon sens du terme. Hein. On a Gaël Lily qui écrit « Appliquons notre hymne national, la Marseillaise, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons. » Oui, marchons. Alors, ça résume un peu tous les autres. Il y en a qui rappellent que les Allemands sont quand même un peu gonflés, on va utiliser ce terme, de réclamer des choses aux Grecs alors qu'ils n'ont toujours pas rendu l'or qui a été volé par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que l'argument, c'est que c'est pas nous qui l'avons volé, c'est les nazis. Les nazis, c'était les méchants. Nous, on est les gentils. Bon, c'est assez amusant. Et ça agace, je pense, quelques Grecs, cette histoire. Ce qui est important, tout ce que tu as dit est vraiment très important et très énervant. Il faut le dire, quand c'est rappelé comme ça, vraiment, on a envie de prendre une fourche et de descendre dans la rue. Bon. C'est le terme cohérence. C'est que malheureusement, il y a une impression, enfin, en tout cas, c'est véhiculé comme ça par les médias, que les hommes politiques, bon, sont pas d'accord, mais quelque part, ils veulent œuvrer au bien de la nation et c'est les événements qui les emportent. Mais pas qu'il y a, c'est difficile pour beaucoup d'imaginer qu'en fait, c'est voulu. Et quand on regarde, nous, ce qu'on dit ici régulièrement, quand on regarde les actions de Macron, notre président Emmanuel Macron, depuis 7 ans, depuis qu'il a été élu en 2017, elles sont parfaitement cohérentes en fait. Il est très très bon, il est brillant, réellement. Parce que si on le regarde sous l'angle, non pas des intérêts du pays, là il a l'air complètement nul, mais si on le regarde sous l'angle de la souveraineté européenne, de la construction de la souveraineté européenne, qui a été son Qui est sa mantra, seule boussole. qui est sa seule boussole, c'est son mantra, mais il fait tout ce qu'il faut. Toutes les crises qu'il a traversées ont toujours été un moyen de faire un pas de plus. Et là, il y a moyen de faire quelques pas de plus avec cette crise de la dette qui s'annonce. Tu sais, il y a également quelque chose qui est très parlant dans la crise grecque. C'est la manière dont on est passé par-dessus le Parlement. Alors, on s'est assis sur le référendum, mais ça, on s'était assis sur le référendum français, irlandais, néerlandais avant, donc c'était pas une première. Mais je crois que ce qui est particulièrement intéressant dans l'expérience grecque, c'est que dans l'expérience grecque, c'est qu'on s'est assis sur le Parlement, on s'est assis sur les droits du Parlement. C'est-à-dire que d'abord
le premier mémorandum a discrédité toute la classe politique, puisque les gens se sont rendus compte de l'état où on les avait amenés et de ce que tout le monde se trouvait pieds et poings liés par les inconséquences ou les inconséquences supposées de la classe politique. Et puis derrière, il y a eu des élections qui ont donné une chambre introuvable, c'est-à-dire une chambre sans majorité, en mai 2012. Et puis il a fallu refaire une deuxième élection en juin 2012 pour trouver une majorité qui était une majorité d'union nationale, entre guillemets, c'est-à-dire la droite, la gauche et une petite partie de la gauche radicale qui avait scissionné de Syriza et puis quelques mecs d'extrême droite qui avaient participé au gouvernement précédent. Et donc, on a fait un gouvernement d'union nationale qui était évidemment un gouvernement extrêmement faible, puisque à tout moment, si une des composantes faisait défaut, ce gouvernement tombait. Donc on a eu ce gouvernement d'union nationale, et ce gouvernement d'union nationale, eh ben, il devait accepter tout ce qui venait de Bruxelles, parce que sinon, les crédits s'arrêtaient et les fonctionnaires n'étaient plus payés à la fin du mois. Et donc, on s'est à ce moment-là assis sur ce qui fait le Parlement, sur ce qui fait un vrai Parlement, c'est-à-dire l'absence de mandat impératif, c'est-à-dire tout mandat impératif est nul, dit la Constitution. Or, ce qu'a inventé l'Union européenne, c'est le mandat impératif, c'est-à-dire si vous ne votez pas, c'est la faillite. C'est la faillite que nous avons organisée. On pourra revenir, si tu veux, sur le mécanisme financier qui a fait qu'on l'a organisé, et pas qu'on a aidé les Grecs, comme le dit encore aujourd'hui, comme ose le dire encore aujourd'hui, celui qui nous a servi de président de la République pendant 5 ans avant l'actuel occupant. Donc, on s'est assis sur le fondement de la démocratie parlementaire, qui est tout mandat impératif est nul, et on s'est assis sur l'autre volet de ce qu'est la souveraineté parlementaire, c'est-à-dire le droit d'amendement. C'est-à-dire que les mémorandums, je le répète encore une fois, puisque tu m'as dit qu'on pouvait répéter des choses pour qu'elles rentrent dans les esprits, les mémorandums, c'est haut comme ça de papier, des milliers de pages, des centaines en tout cas, dans chacun des 3 mémorandums, des centaines de pages écrites à Bruxelles, non en anglais, non traduites intégralement en grec, et transmis aux députés grecs selon la procédure d'urgence, c'est-à-dire à voter dans la semaine, impossibilité matérielle de prendre en connaissance pour les députés de ce qu'il y a effectivement dans ces mémorandums, et impossibilité d'amender, puisque ce que les députés devaient adopter, c'était un article unique disant le gouvernement grec est habilité à transcrire en droit interne tout ce qui est dans le mémorandum. Et donc, les députés n'avaient le droit de voter que là-dessus. Donc, si tu veux, les deux choses ensemble, la menace qui met le mandat impératif et ce que notre Conseil constitutionnel appelle un cavalier législatif, mais là, c'est pas un cavalier législatif, c'est la charge de la brigade légère avec 3 bataillons à cheval. Donc, si tu veux, on s'est assis totalement
sur ce qu'était la souveraineté, ce qu'est en principe la souveraineté parlementaire, qui est en principe au fondement de l'Union européenne. Donc il faut bien voir la perversité de ce mécanisme pour comprendre ce qui va là aussi nous arriver. Parce que quand le gouvernement tombera à un moment ou à un autre, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur le fait qu'il ne tombera pas. Est-ce que ça sera sur le budget? Est-ce que ça sera sur autre chose? On verra. Et derrière, c'est ce type de choses-là qui nous attend. C'est-à-dire, on vous dira, il n'y a plus de sous pour payer les fonctionnaires, faut demander à Bruxelles, faut demander au Fonds monétaire international, et à ce moment-là, on dictera aux députés ce qu'ils auront à voter. Et qui aura les pour dire ben non, on sort de l'euro, on dévalue de 40%, on remet en route une monnaie nationale et on sort de tout ce bazar et de ce piège mortel. À mon avis, personne. Enfin, personne au Parlement. Personne au Parlement, en tout cas. Ah, au Parlement, non, bien sûr. Alors, donc derrière, si tu veux, ce qui attend, c'est ce que le Parlement grec a vécu entre 2011 et aujourd'hui, parce que ça continue en réalité. On dit ils sont sortis des mémorandums, mais ils sont sortis de rien du tout. Je veux dire, tout continue. Le bradage des infrastructures, etc. Tout continue. La retraite à 67 ans, on est passé l'année dernière à un allongement de la durée de travail hebdomadaire, tenez-vous bien, à 72 heures par semaine. Oui, 72 heures. Hein? Et l'âge de la retraite reculé à je sais pas combien, qui est 70 ans, non? Un truc comme ça. Non, mais c'est frappant. Puis sur tout ce qui est le rapport totalement dévoyé à la démocratie. Donc on a Hypatie qui est très remonté, qui écrit « Ces européistes qui n'ont que nos valeurs et démocratie entre guillemets à la bouche, celle du diable ». On se rappelle qu'au moment de la crise grecque, c'était passé comme une lettre à la poste. L'Eurogroupe, c'est un truc qui n'existait pas, présidé par Dijsselbloem. Dans nos médias, ça embêtait personne qu'un truc soit créé comme ça ex nihilo. D'ailleurs, ce que tu décris fort bien, on le voit, Emmanuel Macron a le même rapport aux institutions et à la démocratie que Madame von der Leyen. C'est-à-dire que visiblement, ça les agace un peu, ces trucs-là, ces mouches-là qui font du bruit. On a effectivement, on le rappellera, on le rappelle toujours, l'article 3 de notre Constitution, dans le titre premier qui s'intitule « de la souveraineté », et qui dit que la souveraineté nationale procède du peuple, donc de la souveraineté populaire, qui s'exprime par voie référendaire ou par ses élus, ses représentants élus. Donc la voie référendaire, ça c'est bon, on a déjà mis à la poubelle. Et maintenant, on met les élus à la poubelle, car effectivement, les droits du Parlement ne sont pas très respectés. Et c'est récurrent, c'est pas comme tu dis, c'est quelque chose de construit. Tu en parlais de François Hollande tout à l'heure, notre président, l'homme normal. Lui, c'était le TAFTA, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Et pareil, un truc gigantesque, des centaines et des centaines de pages écrits en anglais, mais en anglais incompréhensible, qui n'était pas consultable. Il était consultable dans la cave de l'ambassade des États-Unis par des élus qui pouvaient y aller sans téléphone et même sans crayon et papier pour prendre des notes. Bon, c'est vraiment une farce. Voilà. Alors sinon, on a vraiment beaucoup de commentaires. On a Marco qui a écrit les polars. Et le Mercosur qu'on refuse de présenter, de la ratification qu'on refuse de présenter au Parlement, alors que l'Union européenne le met en route sans que le Parlement se soit 95% des dispositions du traité du Mercosur sont déjà actives. Donc après, pour le coup, on ne peut pas faire autrement. Alors, oui. Bien sûr. Alors pour la Grèce, comme on l'a fait avec l'Ukraine, hein, les accords économiques avec l'Ukraine ont été mis en œuvre de la même manière, c'est-à-dire qu'on se fout des parlements. Alors que les Pays-Bas avaient fait un référendum, ils avaient voté contre en 2016. Il y a Marco qui écrit « Les polars de Petro Markaris donnent un bon aperçu de la situation de la Grèce, tu dois connaître. » Sont bien sûr. Publié en français.
On s'est même rencontré avec Marc Oui, Harris à j'imagine. plusieurs reprises, et notamment à un moment à Marseille où le MUSEM avait organisé, c'était juste avant les élections de Syriza, où Syriza a gagné. Et moi, j'y croyais. Hein, j'ai soutenu Syriza jusqu'au référendum, enfin jusqu'après le référendum. Et Marc Harris était comme un certain nombre d'amis grecs d'ailleurs, euh, n'y croyait pas vraiment en fait. Il connaissait ces gens-là. Marc Harris il vient de la gauche, donc il connaissait ces gens-là un peu de l'intérieur et disons qu'il avait un regard, déjà à l'époque un regard plus ironique que mon enthousiasme, ma croyance que Syriza ne pourrait pas faire autrement que d'inverser les choses. Alors, ouais, je peux pas lire tous les commentaires parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a plusieurs intéressants. Alors, évidemment, l'Oro, lieu est une prison de haute sécurité, ça c'est sûr pour les peuples. Une remarque de Frédéric Leduc. L'écoute de Guillaume Bigot hier sur les incorrectibles vérifie qu'une fois à l'Assemblée nationale, on endosse la marche des moutons. Alors moi, j'avais une question à te poser concernant le rapport Drahi. Parce que comme tu as noté, le rapport Drahi dont ils ont freiné la sortie après les élections européennes, qui était déjà mal emmanché, mais ce n'était pas la peine d'en rajouter, euh, parle évidemment de fédéralisation, mais il parle aussi beaucoup de guerre, parce qu'il propose un emprunt de 800 milliards par an pendant plusieurs années par l'ensemble des États et principalement garanti par des États comme l'Allemagne et la France, hein, comme le précédent emprunt qui nous coûte plus cher que ce qu'on en retire. Mais ce qui est intéressant, c'est que il dit qu'il faut que ça nourrisse l'industrie d'armement européenne. Est-ce que Est-ce que tu penses que la manière dont est mené le conflit en Ukraine du côté de l'Union européenne, est-ce que c'est le moyen pour avancer la logique de fédéralisation, craignant que éventuellement leur carabistouille démocratique et leurs opérations euh, dans une éventuelle crise de la dette ne marchent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de créer des conditions pour effrayer les Européens et les mobiliser autour d'une Europe qui les protégerait contre l'ours russe? Bah, c'est tout à fait, c'est une analyse qui est tout à fait possible à faire. Ce qui, moi, me semble euh, en gaulliste absolument, absolument incontestable, c'est qu'on est entré là-dedans d'une manière absolument, apparemment incohérente, et que donc il faut chercher une cohérence ailleurs que dans les discours officiels d'aide à l'Ukraine contre la méchante Russie, etc., etc. Donc, quelle peut être la logique de tout ça? La logique de tout ça, c'est d'abord de renforcer, de couper. Euh, le camarade Sylvain Ferreira qui a une chaîne d'analyse stratégique qui s'appelle Veille stratégique, je vous la recommande, qui fait deux bulletins toutes les semaines, a expliqué ça depuis très longtemps, que un des buts de cette affaire européenne était de couper les liens entre l'Allemagne et la Russie et de couper les liens entre, entre l'Union européenne et la Russie afin de renforcer la vassalisation stratégique de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. Mais ça, si tu veux, c'est dans le projet européen dès le départ. Dès le départ, Monet ne veut pas organiser. Là encore, je répète parce que
c'est obsessionnel chez moi, mais Monnet n'a jamais voulu organiser une Europe indépendante, et c'est là-dessus qu'il s'est affronté frontalement avec le général de Gaulle, qui lui voulait organiser une Europe des nations indépendantes. Il voulait une organisation fédérale de l'Union européenne pour aboutir à une fédération atlantique. C'est-à-dire que le projet européen n'a jamais été un projet européen, contrairement à ce que répètent tous les européistes. Le projet européen, dans ses gènes, dans son origine, dans sa programmation idéologique, c'est l'organisation d'un Occident. D'ailleurs, vous voyez comment ce mot Occident, occidental, est devenu un mantra. Mais il est devenu un mantra récemment. C'est-à-dire que la volonté, c'est d'intégrer l'espace atlantique à direction américaine, et que c'est plus facile d'intégrer un espace atlantique à direction américaine avec un pouvoir fédéral qui est le pied européen de la pyramide, plutôt que de traiter avec des États-nations qui sont conscients de leurs intérêts, qui défendent leurs intérêts, et dans lesquels la souveraineté du peuple est respectée. À partir du moment où on va dans un ensemble fédéral, et dans un ensemble fédéral atlantique, pas dans un ensemble fédéral américain, eh bien, la guerre sert à ça. Alors, je suis, en vous parlant, je cherche la citation que je donne dans les 30 bonnes raisons, et je la retrouve pas exactement, et je me rappelle même plus du nom. Tu aurais dû me le dire avant. Du grand européiste italien qui a écrit dans ses mémoires, à un moment, pour passer à la fédéralisation, il nous faudra une guerre avec l'URSS. Ça date des années 60. C'est Frédéric Farah qui m'avait mis sur la piste de cette situation. Encore une fois, cohérence et continuité. Mais oui, mais non, c'est d'une extraordinaire cohérence. C'est un grand fédéraliste italien des années 60 qui a fait plusieurs rapports pour l'Union européenne, qui a été deux ou trois fois commissaire, etc. Et il le dit comme ça, si tu veux. Et je me suis retrouvé une fois sur la chaîne parlementaire à débattre des origines de la construction européenne, où je défendais ce point de vue, et où alors comme d'habitude sur ce genre de plateau télé, voilà, Spinelli, c'est ça. Merci Pedro. C'est Spinelli. Et je me suis retrouvé à défendre ce point de vue avec en face de moi 3 européistes, parce que quand on est sur un plateau télé d'une chaîne mainstream, si on est invité, on est toujours invité en minorité, puis on vous fait taire, et puis c'est les autres. 3 contre 1, je me suis fait rentrer dedans par alors là encore les noms m'échappent aujourd'hui, mais qui fut président du groupe Modem dans la précédente législature. Comment ? Bourlange. Voilà. Alors Bourlange m'est rentré dedans en me disant mais vous pouvez pas dire ça. Il y avait vraiment un danger soviétique, etc. Je vous dis pas. Je vous cite Spinelli. Donc voilà. Et pour vous, comme ça, par anecdote, une fois l'émission finie,
l'animateur s'est fait allumer par Bourlange dans les coulisses pour m'avoir laissé avancer ça. C'est-à-dire qu'ils le savent, ils en sont très conscients. Dès l'origine, tu vois bien comment toutes les étapes de la construction européenne, tous les sauts de la construction européenne vont avec des périodes de crise ou de guerre. La guerre de Corée, la crise de Berlin, etc., etc. Tout ça, ça permet de dire il faut faire bloc face à. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que ça percole dans le peuple ? Ce qui les a gênés avec De Gaulle, c'est que De Gaulle a dit exactement le contraire. Il a dit il y a notre allié naturel, voilà, détente, entente, coopération. Je vais à Varsovie, je vais à Bucarest, je vais à Moscou. Je mène la politique de la France. Mais la politique de la France qui a été toujours la politique de la politique d'une. Donc on est dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que cette crise, je ne sais pas s'ils sont allés très vite, s'ils sont allés pour ça, mais ce qui est sûr, c'est que dans la construction européenne, la confrontation avec la Russie, autrefois soviétique, aujourd'hui avec le régime qu'elle a aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire avoir désigné un ennemi comme menaçant afin de dire on sera plus fort à plus. Et donc la construction européenne depuis le début, qui n'est pas une construction européenne, qui est une construction atlantique, elle avance entre guillemets, elle avance comme ça, c'est-à-dire que Spaak, de Paul-Henri Spaak, qui est un des pères fondateurs, l'a dit. Je crois c'est au moment de la crise au moment de la crise de Berlin, il dit c'est l'occasion de faire avancer les choses. C'est l'occasion, il faut s'en servir. Remarquez que tous les grands européistes, Spaak et puis le ministre des Affaires étrangères néerlandais qui lui a succédé à l'OTAN, passe très facilement de l'Union européenne, à l'époque de la Communauté économique européenne, avec l'OTAN. C'est-à-dire là encore, il y a une circulation des personnels politiques entre organisations européennes et OTAN qui est permanente et ancienne. C'est quand on regarde le détail des biographies, c'est frappant. Je m'y suis attaché un peu sur quelques exemples dans les 30 bonnes raisons. Spaak, pendant la guerre, renégocie l'accès des Américains aux mines d'uranium du Congo belge. Puis, il est un des pères fondateurs de l'Europe, entre guillemets, père fondateur. Puis, de la CED, qui échoue. Puis, c'est lui qui accouche au forceps des 2 traités de Rome. Puis, il part secrétaire général à l'OTAN. Puis, il finit sa carrière au conseil d'administration de l'ITT américaine. L'ITT américaine, c'est la grande organisation de télécommunications à l'époque. Et il y rentre, cher Georges, il y rentre, je crois, 2 ans avant le coup d'État de Pinochet, dans lequel ITT, comme un certain nombre de grandes sociétés américaines, sont mouillés jusqu'au-dessus des yeux.
Donc, si tu veux, quand tu vois la cohérence de la biographie de ce type de personnage, tu ne t'étonnes pas de ce qu'ils font aujourd'hui avec l'Ukraine. Sauf qu'ils le font, euh, ils le font en dépit de l'intérêt des peuples, évidemment. Et alors, c'est en dépit de l'intérêt de l'Allemagne pour l'énergie, mais ma petite et pauvre Grèce maltraitée de cette politique-là, elle est extraordinairement victime. Hein, parce que la Grèce pouvait être un hub sud du gaz russe vers les Balkans avec la Serbie et l'Europe du Sud. Donc, si tu veux, pour la Grèce, cette politique est une catastrophe. Et d'ailleurs, le peuple grec est, dans tous les sondages, est très, très, très divisé sur cette politique-là. Mais je pourrais dire la même chose, alors j'ai pas eu le temps de lire sur la chose, mais je pourrais dire la même chose de la Bulgarie et de la Roumanie. Aujourd'hui, la Bulgarie est en crise politique depuis 3 ans maintenant. On va être aux 7e élection législative en 3 ou 4 ans, hein, avec une montée continue des partis pro-russes, parce que les Bulgares payent cette politique énergétique européenne au prix fort. Et en Roumanie, on a une grande coalition qui est en train de se discréditer de la même manière, avec là aussi une montée des partis, des partis pour le rapprochement avec la Russie, parce que les peuples se rendent compte que cette politique de l'Union européenne les mène à la guerre, et eux, ils sont proches, hein, à la guerre et à la ruine énergétique. La Grèce n'a aucune source d'énergie. Je suis pas un partisan du lignite, si tu veux, qui est un truc très polluant, mais l'Union européenne a forcé la Grèce à fermer les deux seules centrales thermiques qu'elle avait avec ses propres ressources. Donc aujourd'hui, elle est totalement dépendante sur le plan énergétique de l'énergie importée. Alors d'où elle importe cette énergie? Ben, voilà. Il n'y a pas des centrales nucléaires dans le Nord? J'ai l'impression d'avoir vu ça. Il n'y a pas de centrale nucléaire en Grèce. Non, il n'y a pas de centrale nucléaire en Grèce. Alors, on nous dit que c'est parce qu'il y a une force sismicité et que c'est très dangereux de faire et alors, donc, on couvre le pays d'éoliennes solaires et d'éoliennes allemandes, ce qui permet à cette industrie qui est en passe d'abord qui est très polluante, parce que, voilà, c'est des tonnes de béton, des routes, des sites naturels ravagés, des oiseaux hachés menus, etc., etc. Mais ça, les écologistes s'en tamponnent le coquillard, comme on dit. Si je peux me permettre, Olivier, si je peux me permettre, Hypatie nous rappelle un peu les faits quand même. C'est l'UE s'est agrandie avec l'extension des bases de l'OTAN et la Russie n'a cessé de s'approcher de son pays de ses bases. La Russie exagère quand même. Oui. Bah, le grand exemple, c'est la base roumaine. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui une des plus grandes bases militaires au monde en Roumanie, qui est d'ailleurs plus ou moins bien acceptée par les Roumains qui sont passés d'une tutelle à l'autre. Et effectivement, cette base américaine qui est toute proche de la mer Noire, etc., c'est effectivement une donnée dans cette. Mais si tu veux, ce que je voudrais vraiment marteler, c'est que il n'y a pas de construction européenne. La construction européenne est un sous-ensemble de la construction atlantique. Et c'est pas un accident, c'est comme ça depuis le début. C'est-à-dire que est-ce que tu penses comme la construction européenne a été conçue dès le début comme un instrument de soumission par le fédéralisme des nations européennes à l'hégémonie américaine. Est-ce que tu penses la base du Kosovo a été très importante, parce que je vois ouais. Elle a été très importante. Elle a été très importante. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins.
elle a été très importante et on comprend pas l'indépendance du Kosovo sans ça, parce que euh, il fallait contrôler de près le projet de gazoduc européen russe par le sud qui passait en Serbie. Et on ne comprend pas la politique américaine et européenne, hélas, même si l'Union européenne dans cette affaire-là n'est pas moteur, parce que l'Union européenne a des pays qui refusent toujours de reconnaître l'indépendance du Kosovo, la Slovaquie, la Grèce, Chypre, l'Espagne. Et la Roumanie aussi, je crois. Donc on est mais elle avait un but stratégique, cette base du Kosovo et l'indépendance du Kosovo, c'était de contrôler, c'était de pouvoir couper de pouvoir couper à tout moment ce tuyau russe qui était susceptible de passer par là. Et donc le Kosovo a été arraché à la Serbie en toute illégalité internationale. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on dit mais regardez ce que les Russes font dans le Donbass, je veux dire, qui se préoccupe de ce qu'on a fait au Kosovo et à Chypre? Et dans les deux cas, c'est l'OTAN, la Turquie, membre de l'OTAN à Chypre, et les États-Unis et les pays de l'OTAN au Kosovo, qui ont détaché totalement illégalement sur le plan international des provinces d'un pays souverain qui n'avait attaqué personne et donc où il y avait absolument aucune raison de détacher ces pays, ces provinces de ces pays. Donc, si tu veux, on voit bien là comment tout ça est à géométrie très variable. Toi qui dis que ce n'est pas une construction européenne et que c'est une construction atlantiste, cette UE, est-ce que tu partagerais les propos d'Emmanuel Todd, qui vient de sortir encore quelque chose qui était comme une déflagration dans un matin calme pour nos médias? Il a dit il faut espérer une victoire de la Russie en Ukraine pour qu'explose l'OTAN et que l'Europe soit enfin libérée. Je suis en général d'accord avec Emmanuel Todd, sauf quand il parle de hollandisme quand il parlait de hollandisme révolutionnaire, Je crois que ça lui est passé, ça, cette auquel maladie. j'ai jamais cru. Mais à part ça, écoute, euh, euh, cette guerre d'Ukraine, elle a été, enfin bon, elle était évidemment évitable. Je veux dire, si on avait exercé un peu de pression sur le gouvernement de Kiev euh, pour qu'il applique les accords de Minsk 1 et 2 dont nous étions garants, France et Allemagne, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Cette guerre, elle révèle également à la fois l'impuissance occidentale parce qu'elle révèle combien cette Europe, cette Union européenne s'est désindustrialisée alors que la Russie a gardé un potentiel d'industrie considérable et que contrairement à ce que le clown Le Maire disait, on n'a pas mis l'économie russe à genoux, mais que cette économie s'en tire très bien avec les BRICS, avec une relance de son processus productif, avec voilà. Donc tout ça montre ce que Todd a dit également de très vrai, c'est que toute l'histoire après, c'est comme les Sudètes, hein. Après les Sudètes, il y aura la Pologne. Donc après l'Ukraine, il y aura la Pologne. Puis après la Pologne, il y aura l'Allemagne. Puis après l'Allemagne, les Russes défileront sur les Champs-Élysées. Tout ça est d'une absurdité
totale parce que, comme le dit Todd, la démographie russe ne permet pas du tout ce genre de choses, et puis que enfin, voilà, la Russie n'a jamais eu ce genre de. C'est absurde comme projet, de toute façon. C'est absurde, c'est tout simplement absurde. Bon, mais alors, de là à souhaiter la victoire de la Russie, je vais pas faire. Je j'en sais rien. Alors, On verra bien comment il va se passer. Ce que je souhaiterais moi, en l'occurrence, c'est que la France soit le médiateur plutôt que la Turquie, parce que ce qui se prépare, c'est que si Trump gagne, la Turquie va regagner une puissance régionale menaçante pour ma pauvre Grèce et pour Chypre dans le processus de négociation qui interviendra, parce que Erdogan, avec tous ses défauts, a mené une politique nationale, et que après avoir tenté une épreuve de force et l'avoir perdue en Syrie avec la Russie, il a compris que les États n'avaient, comme disait le général de Gaulle, ni amis ni ennemis, mais des intérêts, et que aujourd'hui, il est probablement celui qui est en position de se mettre en position d'intermédiaire. Et je préférerais pour mon pays qu'il soit, comme à la fin de la guerre du Vietnam, le lieu où se tienne la conférence de la paix, parce que De Gaulle avait tenu le discours de Phnom Penh, plutôt que d'être relégué au 25e rang des vaincus, parce que je ne sais pas si je souhaite la victoire de la Russie, mais en tout cas, je crois qu'elle est inévitable. Je veux dire, voilà. Donc, en tout cas, la question est de savoir dans quelles conditions elle interviendra, à quelle échéance. Si Trump est élu, probablement ça sera à une échéance plus brève. Si les néoconservateurs américains l'emportent derrière leur nouveau pantin, probablement on aura droit à des prolongations. Et alors après, est-ce qu'une défaite de l'Ukraine entraînera mécaniquement la disparition de l'OTAN? Je n'en suis pas sûr. Je pense que l'OTAN aurait dû disparaître au moment où le pacte de Varsovie a disparu. Ça, c'est une évidence. Et je rappelle qu'en 69, en 68, s'il n'y avait pas eu mai 68, dans lequel l'ambassade américaine a financé un certain nombre de gens, parce qu'il y avait eu la conférence de presse de 67, qu'on ferait bien de réécouter aujourd'hui sur le conflit du Proche-Orient, parce qu'il y avait eu la conférence de presse sur le dollar. Relisez la conférence de presse sur le dollar, c'est les BRICS. La conférence de presse de Gaulle de 65 sur le dollar, c'est les BRICS. Je ne veux plus du dollar comme monnaie internationale de l'échange. Désormais, vous allez me payer en or. Et donc, il y avait eu Québec, il y avait eu Phnom Penh, et donc les Américains ont financé. Moi, j'ai connu des gens à l'Institut Charles de Gaulle qui ont vu ça et qui savaient par les services de renseignement que les enveloppes circulaient. Et De Gaulle avait dit en 68 avant mai que la France ne renouvellerait pas son adhésion à l'Alliance Atlantique, qui aboutissait, qui arrivait à échéance en 69. Bon. Et donc, si vous voulez, je pense que l'intérêt de la France, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN et de retrouver un rôle mondial. Seulement, plus on se désindustrialise, plus on s'appauvrit à cause de l'euro, plus on va dans des aventures guerrières derrière les États-Unis qui sont sans issue, parce que je ne sais pas si je souhaite la victoire de la Russie, mais je suis sûr que cette aventure guerrière est absolument sans issue. Donc plus on va là-dedans, et plus on s'affaiblit, et plus on sera, plus un éventuel redressement sera difficile et problématique. Mais oui, si Trump arrive au pouvoir, je pense que c'est plus. Enfin bon, on verra. Mais Trump avait dit sur
sur l'OTAN des choses qui étaient peu Moi, optimistes sur son avenir. Donc, je n'y crois voilà. pas beaucoup. Et je dois te rassurer, peut-être sur la Grèce, sur la Turquie et la Grèce, mon analyse me pousse à croire que maintenant les Russes ont décidé d'obtenir une capitulation sans condition en Ukraine et plus de passer par des négociations. Bon, okay. Bon, ça on verra bien. Peut-être un dernier mot que tu évoquais tout à l'heure sur sur le budget. Tu disais que tu avais quelque chose à dire sur ce qui arrive et sur la manière dont va être fait le budget en France. Bah, écoute, c'est simple, c'est-à-dire que si tu regardes l'exemple grec, les coupes demandées dans le budget par les mémorandums ont conduit à mettre à bas le système des retraites de manière quasi totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Grèce, la retraite est à 67 ans avec des pensions qui sont entre 30 et 50% inférieures à ce qu'elles étaient en 2009. Donc, si tu veux, quand j'entends la petite chanson chantée par les médias de BFM, de CNews, de Antenne 2, etc., en disant ah, mais le problème, c'est que les gens travaillent pas assez longtemps, et que la plus grosse dépense, c'est les retraites, donc il va falloir y revenir. Ben voilà, vous avez la marche à suivre, c'est-à-dire augmentation de la durée du travail, chômage de masse et abaissement du niveau des retraites. Gabriel Attal et Darmanin viennent de proposer une augmentation du temps de travail, sans augmentation de salaire. Mais bien sûr. Alors les salaires en Grèce après le premier entre le premier mémorandum et le troisième, enfin après le troisième, ont baissé de 30 à 40%. Les salaires ont baissé. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils n'ont pas augmenté, c'est qu'ils ont baissé. Et aujourd'hui, le salaire minimum est revenu un peu au-dessus du niveau de ce qu'il était en 2009, avec l'inflation qui a eu lieu entre 2009 et aujourd'hui, et avec l'inflation galopante qu'il y a eu pendant les années post-Covid et donc si tu veux, tu as une baisse du pouvoir d'achat qui est de l'ordre, qui est massive. Une paupérisation même de la société. On a fait sauter les conventions collectives parce qu'il fallait être plus compétitif. Hein, donc les conventions collectives, les licenciements, etc. Le droit du travail a été vaporisé, etc., etc. Donc si tu veux, le programme, on l'a sous les yeux, et ce budget va être la première étape de ce processus. Alors, sur combien de temps ce processus va-t-il être étalé et selon quelle modalité, je peux pas le dire, mais ce dont je suis sûr, et ce que je répète depuis 15 ans, c'est que ça va nous arriver, et que donc voilà. Alors derrière, contrairement à ce que disent les économistes de carnaval, tout ça ne produit aucun effet sur l'économie réelle. Tu parlais tout à l'heure de l'industrie d'armement dans le rapport Draghi, mais une des premières choses qu'on a faites en Grèce, ça a été de fermer les usines d'armement qui produisaient pour l'armée grecque des munitions sur le territoire du pays. Hein. Donc, si tu veux, voilà, la Grèce ne produit plus d'engrais. Il y avait une industrie des engrais. Elle ne produit plus d'armes. Elle ne produit plus rien. Elle produit du transport maritime et du tourisme à bas coût
qui ne profite pas aux Grecs parce que c'est du tourisme all inclusive. Donc, si tu veux, j'enseignais autrefois que j'enseignais autrefois que dans le Comécon, on avait, quand j'étais professeur d'histoire ou quand j'enseignais à Sciences, non pas à Sciences Po déjà plus parce que le mur était déjà tombé, mais j'enseignais que dans le Comécon, il y avait une répartition des tâches au détriment de la concurrence. Hein, c'est-à-dire que on avait la Roumanie, c'était le pétrole, la Bulgarie, c'était la technologie, les roses, l'agriculture. La Tchécoslovaquie, c'était l'industrie mécanique, les voitures, etc. La Pologne, c'était le charbon, et que tout ça, c'était censé apporter une prospérité par la complémentarité et non par la concurrence. Mais si tu veux, c'est une des choses qui me semblent aujourd'hui rapprocher l'Union européenne dans ce qu'elle est en train de devenir de ce Comécon. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte une répartition des tâches. Et on a dit aux Grecs, bah, vous, c'est le tourisme et le transport maritime. Après, j'ai le droit de dire une grossièreté, démerdez-vous. Hein. Voilà. Alors, la marine marchande ne rapporte pas énormément à l'État grec du fait que c'est un pavillon de complaisance, dit Marco. Oui et non. C'est-à-dire que la marine marchande, d'abord, il y a des armateurs qui continuent à armer sous pavillon grec. Et ensuite, même quand c'est sous pavillon de complaisance, c'est beaucoup des équipages grecs ou en tout cas des officiers de marine grecs. Et donc, derrière, il y a des charges sociales et des revenus. L'autre chose, c'est que tous ces armateurs on continue à avoir des bureaux en Grèce, même si une partie de leur activité est à Londres, et que donc ça produit des choses. Bon. Après, on pourrait dire des choses sur le Pirée qui a été vendu aux Chinois, sur etc. etc. Mais voilà. Donc, si tu veux, il y a une répartition des tâches, et je crains que dans cette répartition des tâches, la France ne devienne également un grand pays, même plus d'agriculture, mais de tourisme culturel et de je sais pas quoi, de services du genre les coiffeurs et etc. J'ai rien contre les coiffeurs, hein. Mais que l'industrie, par exemple, soit réservée à d'autres pays. Suivez mon regard. Donc si tu veux, Ça a été fait ailleurs, ça a été fait. On est dans ce type de répartition des tâches où en réalité des technocrates prennent des décisions qui n'ont plus rien à voir avec les intérêts nationaux des peuples. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais bon. Ça fait penser à la Croatie avec les industries navales de Pula qui étaient florissantes et qui ont été sabordées dès qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne pour que ça aille ailleurs, avec les ouvriers. Voilà, donc ouais, ça tire les salaires vers le bas. Allez, on va finir là-dessus. Parce qu'il y a eu pas mal de commentaires dans ce sens, j'arrive pas à les retrouver, mais dans le chat, sur est-ce que parce que la question c'est est-ce que les peuples vont suivre? Est-ce qu'ils suivent? Parce que ça a l'air quand même de bien bloquer. Et puis il y a une particularité grecque qu'il n'y a pas en France. C'est que beaucoup de jeunes Grecs, depuis la signature du mémorandum, surtout des diplômés ou ayant des compétences techniques, sont partis. Mais la 500 France, 000. voilà, c'est beaucoup, hein, sur 11 millions d'habitants. 500 000 sur moins de 11 millions d'habitants. Voilà, c'est colossal. Mais la France, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a plus d'option derrière. Il n'y a plus d'Eldorado où aller travailler pour immigrer pas cher. Il n'y a pas cette option. Alors, la question, c'est quelle est la capacité d'encaisse? Est-ce qu'ils jouent pas avec le feu? Parce que ce que tu dis n'a pas, effectivement, ça n'a pas l'air non plus de percoler totalement du côté malgré le battage médiatique et la propagande, du côté du peuple.
Non, alors si tu veux, si on regarde là encore l'expérience grecque, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une phase de révolte extrêmement importante, hein. Il y a eu des manifestations après le deuxième mémorandum, selon mon souvenir, il y a eu des manifestations extrêmement à la limite de l'insurrection à Athènes, hein, avec des masses de gens qui sont descendus dans la rue. On a brûlé des banques, on a brûlé il y a un cinéma qui a été brûlé. Il y a eu des épisodes extrêmement violents qui ont été. Alors, il y a eu aussi des manifestations des manifestations extrêmement tragiques et qui ont bouleversé l'opinion de suicide économique. Je me rappelle un pharmacien à la retraite qui avait vu sa retraite coupée de 30%, comme tout le monde, ou plus, et qui s'est tiré une balle dans la tête devant le Parlement en laissant une lettre en disant si j'étais plus jeune, c'est pas sur moi que j'aurais tiré, j'aurais pris les armes et j'espère que les jeunes le feront. On a dans les manifestations qui ont eu lieu à ce moment-là, on montrait beaucoup, on montrait en tout cas, il y avait des panneaux, il y avait des pancartes avec des hélicoptères au-dessus du Parlement qui rappelaient la fuite de la Rúa en Argentine avant l'arrivée des Kirchner au pouvoir, dans une situation assez comparable. Il y a eu il y a eu des choses. Il y a un type qui s'est arrosé d'essence devant une banque et qui s'est mis le feu. Donc, si tu veux, il y a eu des choses extrêmement violentes et qui ont été extrêmement traumatisantes pour la société. Et en même temps, il y a eu une grande violence policière. Donc, il y a des moments où il y a des moments où Athènes était noyée dans les gaz lacrymogènes. On a même dit dans des gaz lacrymogènes nouvelle version testée et qui laissait des séquelles, mais ça, est-ce que c'est vrai? J'ai pas les moyens de savoir, mais enfin, en tout cas, il y a eu un usage de la force publique extraordinairement violent. Si tu veux, c'était, je vais pas dire, je vais pas, deux fois les gilets jaunes. Si tu veux, ça a été extrêmement violent. Et je me rappelle une image de Tsipras et son staff et ses proches sortant à la rencontre des manifestants et disant calmez-vous, on va arriver au pouvoir, on changera, calmez-vous. Et donc ça s'est calmé parce qu'il y avait cette perspective d'alternance politique. Or, cette perspective d'alternance politique a été trahie, trompeuse, etc. Je voyais quelqu'un qui disait tout à l'heure Tsipras converti en une nuit. Oui, bon. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que Tsipras n'a pas été converti en une nuit et on a un certain nombre d'indications, de témoignages de Varoufakis, d'autres qui ont quitté Syriza, qui sont aujourd'hui dans d'autres mouvements, de la Fazanis, etc., de Zoé Constantopoulou. Donc, disons, pour être gentil, qu'il aurait mimé la résistance, que ça ne m'étonnerait pas plus que ça, en sachant très bien qu'il n'irait pas jusqu'au bout
et que donc il y a un moment où il faudrait, où il était dès le départ décidé à lâcher quand viendrait le moment, mais qu'il ne voulait pas emporter la responsabilité politique et que c'est pour ça qu'il a organisé le référendum. Bon, ça, c'est mon analyse. Mais le fait est que cette perspective d'alternance politique a calmé les choses. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Quand cette perspective d'alternance politique a été trahie, il s'est passé que les Grecs ont tourné le dos à la politique. C'est-à-dire qu'ils ne se sont plus révoltés, mais qu'ils ont été paupérisés de manière tellement générale que ce qui a dominé, c'est comment je survis moi. Alors, comment je survis moi si tu veux, je survis moi en essayant de trouver 2 emplois ou 3 emplois, parfois, 3 emplois sous-payés. Je pars en émigration parce que j'ai des diplômes et donc je vais monnayer mes diplômes de médecin, de chirurgien, de technicien, d'ingénieur, de technicien informatique dans des pays où je vais pouvoir vivre correctement. Et donc là, on a une perte de substance d'un pays qui s'appauvrit alors qu'il a payé, les contribuables grecs ont payé les études de ces jeunes, mais ces jeunes partent ailleurs. Un effondrement de la natalité. Alors aujourd'hui, le gouvernement essaye de reprendre des mesures natalistes, mais on a un effondrement de la natalité qui est effarant. Une hausse de la mortalité, une hausse de la mortalité qui est équivalente à un temps de guerre. Donc, si tu veux, on n'a plus en réalité de mouvement de contestation, mais on a une totale désaffection de la politique, c'est-à-dire qu'il y a un repli sur comment je m'en sors moi et ma famille. Et ce pays qui votait à plus de 80% autrefois, les dernières élections, c'est 40%. C'est-à-dire que la totalité des forces politiques ont perdu toute crédibilité. Donc il y a une crise démocratique considérable. Aujourd'hui, Syriza est en train d'éclater, va connaître sa 4e ou 5e scission. Là, dans les derniers sondages, ils descendent autour de 9%. Donc, on a en tête la droite, mais qui redescend à des niveaux assez bas. Le vieux parti communiste qui reste autour de son étiage de 9-10%. Des partis d'extrême droite, 2 partis d'extrême droite qui sont au Parlement déjà aujourd'hui, et un des partis d'extrême droite qui est désormais le 3e parti, le PASOK qui remonte un petit peu, Zoé qui est arrivé à rentrer au Parlement et qui a fait un bon score aux européennes. Mais tout ça, si tu veux, ne donne pas une dynamique, c'est-à-dire que ça donne un paysage politique dans lequel le politique est totalement déconsidéré, avec une participation très basse dans un pays qui était pourtant un pays essentiellement politique, et depuis très longtemps, et puis un paysage politique qui est de plus en plus éclaté. Et de plus en plus, le vote est-il obligatoire en Grèce? Oui, mais il y a aucune sanction, donc les gens n'en ont plus rien à faire du vote obligatoire.
Et le vote obligatoire est pour faire remonter la participation, c'est un cautère sur une jambe de bois. Si vous voulez, quand j'entends dire qu'on va faire remonter la participation, avec le vote obligatoire, c'est ridicule. Je veux dire, si les gens ne veulent plus aller voter parce qu'ils ne croient plus aux politiques, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous les ferez pas voter de force. Donc voilà, si tu veux, la cassure démocratique, ça a été le référendum trahi 2015. Et à partir de ce moment-là, la croyance dans le politique s'est totalement effondrée. Alors, elle s'effondre un peu moins à droite, parce que, voilà, il y a un peu moins à droite et un peu moins dans le vieux parti communiste, parce que eux, ils ont des viviers qui sont des viviers, comment je vais dire, culturels. C'est-à-dire que, si tu veux, t'as des traditions familiales, etc., qu'il faut que, quand on vote Coucoué, c'est le parti communiste grec, on vote Coucoué de père en fils etc., et que donc, on y va parce que c'est la discipline du parti. Et puis à droite, on veut faire barrage, donc voilà. Mais tout ça est un jeu politique fantomatique. C'est devenu un jeu politique fantomatique. Donc si tu veux, pour les maîtres d'expérience, ils se disent qu'ils ont réussi et que en réalité, ils ont passé la vague ils ont passé la vague de contestation violente grâce à la perspective. C'est ce que j'explique dans le Front populaire. Ils ont passé la vague de contestation violente grâce à la perspective d'une alternance politique en leur disant ça va changer. Puis derrière, il y a pas on n'a pas le retour de colère. C'est-à-dire que derrière, ce qui l'emporte, c'est la désillusion et la désaffection. Voilà. Donc, je ne peux pas te dire autre chose. Est-ce que les Français réagiront autrement? L'histoire n'est écrite nulle part et on verra. Eh bien, on va voir. C'est pour ça d'ailleurs après tout ce que tu viens de dire, que certains comme moi sont très, très, très agacés de voir la France, les députés de la France insoumise au Parlement européen discuter avec Tsipras de comment la gauche peut faire évoluer l'Union européenne. C'est vraiment un niveau de foutage de gueule qui est bon. C'est tellement... Là, ça pique un peu. C'est un petit peu agaçant. Tsipras a démissionné. Je vais vous faire un petit peu de cuisine électorale. Tsipras, pour rigoler à la fin, rigoler. Tsipras a démissionné de la présidence de Tsipras, de la présidence de Syriza après la claque des législatives. Donc, des législatives il y a un an. Lui a succédé, élu par la base. Quand on connaît ce que c'est que la gauche grecque, si tu veux, élu par la base, un millionnaire américain, enfin gréco-américain, qui quand il est arrivé parlait un grec très approximatif, dont les sociétés sont basées au Delaware, qui a une grande villa à Spetsaï, île de vacances de la bourgeoisie grecque, avec une piscine qui a été construite avec un permis de construire pour un puisard. Voilà. Et donc ce type-là a été le nouveau président de Syriza. Donc il y a eu une première scission, puis une deuxième scission. Le ministre des Affaires, le deuxième ministre de l'économie de Tsipras est parti fonder son petit parti, puis une autre partie est fondée son petit parti. On doit en être à la troisième, quatrième scission. Il y a un mois, le comité central a déposé Kasselakis, là donc le millionnaire américain, le petit clown américain.
Et puis, donc là, il y a de nouveau des élections. Kasselakis est de nouveau candidat et semblerait en position de l'emporter. Et ce week-end, le comité politique vient d'interdire Kasselakis de se présenter. Donc probablement Kasselakis va fonder son propre parti. Enfin, si tu veux, c'est du, comme disent les Grecs, c'est du karagiosis, c'est-à-dire on dirait c'est du guignol. Ça, et de l'autre côté, Tsipras est en train manifestement d'essayer de monter un parti de gauche progressiste avec le PASOK. Donc voilà, tu vois. Bon, eh ben, écoute, Voilà. justement, comme ça a été dit dans le chat, on verra bien. On va essayer, en tout cas, nous, de tous, de résister. Merci encore une fois, Olivier, pour tout cet éclairage. Alors, on va mettre cette vidéo séparée avec toi bientôt en ligne. Voilà, je vous demanderai de ne pas oublier de liker, de partager, de vous abonner. C'est important pour ce qu'on fait, pour le développement de ce média. Pour ma part, je ne serai pas là demain dans la matinale. Elle sera assurée par Pedro et par peut-être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Eh bien parce que demain, ça y est, l'avion s'envole. On va partir avec Alexandre Dumontet en avance de phase. On sera rejoint un peu plus tard par Pedro pour aller en Russie. Et c'était un voyage un petit peu long avec les sanctions. On est obligé de passer, nous, par la Géorgie, par Tbilissi. Donc voilà, c'est parti. On va commencer à couvrir ce sommet des BRICS et voir ce qu'il en sort. Je vous remercie beaucoup ceux qui ont pu nous aider, car ça coûte cher, comme je le disais tout à l'heure. Et j'ai une bonne nouvelle à vous partager, c'est que pendant cette matinale, nous avons reçu très officiellement le sésame de l'accréditation journaliste pour rentrer dans le sein des saints du sommet des BRICS et donc avoir encore plus accès à des chefs d'État et des personnalités. Donc merci beaucoup. Alors on n'a pas encore atteint le niveau qu'on voulait atteindre pour tout financer, donc n'hésitez pas à nous aider de quelques euros si vous pouvez, mais ça c'est une très très bonne nouvelle. Et donc ça commence demain. Et eh bien je vous souhaite une excellente journée et restez sur notre média. Il y aura beaucoup de choses qu'on va faire depuis la Russie, depuis Kazan, capitale du Tatarstan, des émissions, des analyses, et on va commencer dès cet après-midi, tout à l'heure, avec Jacques Sapir, qui va nous faire un topo dans notre point géopolitique. Pourquoi est-ce que, quelle est l'importance de ce sommet des BRICS à Kazan? Quels sont les enjeux? Allez, merci à tous. Merci encore, Olivier. C'était chouette Merci de à vous. t'avoir. Je te rends à la Grèce, au chat, au soleil et aux problèmes grecs. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.